Allez, bonjour à tous, on est salle de la Cocarde au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et quand je dis on, c'est pas un pluriel de majesté, je suis avec le général François Lemagne. François, ça y est, t'es activé, t'es général, c'est bon? Oui, C'est très fait. bien, donc ça c'est fait, C'est pas mal, hein? effectivement, c'est un aboutissement. Toi qui en rêvais. Et alors tu me disais tout à l'heure, sachez bien que aujourd'hui c'est une journée anniversaire parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, enfin qu'on travaille, Ouais, qu'on se côtoie, on va dire. 13 Et puis, avril on 2024, s'est pas battu encore hein, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Pour ça a être été dire, coupé. derrière nous, l'avion dont on va parler, donc le F-100, il est un petit peu haut, mais Il est un petit peu haut, ouais, on va le voir tout à fait. par-dessous, c'est assez innovant. C'est pas, finalement. oui, c'est pas si fréquent de pouvoir avoir un avion entièrement par le dessous. Oui. Pourquoi il te plaît tant cet avion, François? Cet avion, c'était quand même le premier avion américain à être supersonique en palier. Dès le premier vol, il avait un Personnique. F-86D qui était comme Ouais. avion suiveur et qu'il a laissé sur place. Ouais, donc ils étaient vraiment pressés d'essayer l'avion. Un avion quand même très très esthétique, très beau, faut reconnaître, par rapport au F-86 qui était élégant, gracieux, je dirais, sachant que les deux avions ont été faits par le même personnage. Ah, Le concepteur était né en Allemagne, il s'appelait Schmutt en Allemagne. Edgar Schmutt, et je ne Voilà. sais pas du tout comment c'était prononcé aux États-Unis. Ce type-là avait commencé sa carrière sur le P-51 quand même, Pas l'air mal. de rien, chapeau quand même. Et puis en particulier le F-86 et le F-100, et puis les fois où il s'ennuyait, il a fait le F-82, le Twin Mustang, puisqu'il connaissait le Mustang, on a dit tiens, bah, tu vas Facile. bien les mettre côte à côte, ça va bien marcher. tu as une après-midi de libre. Voilà, et- tu as une après-midi de libre, tu vas bien y arriver. Donc le F-100 qui effectivement était dans la course au supersonique en palier, Bien, on va bouger un petit il peu pour que s'agissait Martin, d'aller, il s'agissait de battre les Russes qui à cette époque-là sortaient le MiG-17, le MiG-19, donc il fallait pas traîner. Ouais. Une entrée d'air nasale, ce que l'on ne voit pas sur cet avion tel qu'il est là, c'est que la manche à air, commence forcément au nez, passe sous le cockpit, D'accord. sous le baquet pilote. Comme le F-86 qui est à côté. Exactement, et comme le SMB-2 comme qui le se trouve SMB là. qui est un peu plus loin. Contrairement à d'autres avions, tels que le Mystère 4 ou l'Ouragan, où on voit clairement dès l'entrée une sortie où les manches à air passent à droite et à gauche. Ça change des choses sur la façon dont tu vas pouvoir rentrer le train d'atterrissage. On voit bien qu'il va y avoir aucune difficulté pour trouver du volume pour un train d'atterrissage qui rentre vers l'avant, dans ce cas-là. Alors que, on voit bien aussi que le train d'atterrissage, il est un petit peu gêné par la manche à air. Il est plaqué dessous. Là, Voilà, directement. ce qui fait qu'il rentre plutôt vers l'arrière, ce coup-là. C'est le premier point. Et par exemple, ils ont mis 2 roues, ce qui leur permet d'avoir des roues plus petites, et ce qui évite ce qu'ils faisaient sur F-86, à savoir que la roue basculait Se mettait à de plat. 90 degrés pour passer sous la manche. C'est intéressant, on parle de la largeur des fuselages quand on regarde par exemple l'Ouragan ou le Mystère 4. Et c'est lié aussi au diamètre du réacteur hein, qui déjà donnait Ouais, un fuselage tout à fait. confortable. Et Oui. donc on se Les dit, il débits y a d'air. cette place et Ouais. donc voilà. Les débits d'air Alors que là, augmentaient c'est un considérablement. réacteur axial, Oui. c'est pas un centrifuge et donc le fuselage peut se permettre d'être un petit peu plus étroit, bien que ça reste un monstre hein, quand même le F-100. hein. Oui, tout à fait. C'est un J57. Oui. Je crois que c'est le même que sur... Enfin, c'est la famille des moteurs qui sont aussi sur le Crusader. Donc, ça donne une idée quand même de ce que ça poussait. Un gros moteur, quand je dis ça poussait pas mal pour l'époque, je dirais. Parce que pour faire le supersonique, par exemple, ils ont été obligés d'adopter une voilure. On me dit de regarder la caméra. Ils ont été obligés de faire une voilure en flèche assez forte. La solution qui était trouvée à l'époque pour passer en supersonique en palier, c'était de faire des voilures avec de plus en plus de flèches. Il y avait la solution de faire des avions Delta, comme ce que faisait Convair, F-102, F-106. Il y en a d'autres qui disaient non, je vais conserver un empennage et je vais faire une voilure de plus en plus fléchue. Fléchue, oui. D'accord. Je flèche, Oui. tu flèches, fléchue. Donc une flèche au bord d'attaque, qui était celle qui intéressait la traînée supersonique. Enfin, excuse-moi, non. La flèche qui intéressait le supersonique, c'était la flèche à 30-40%.
Mais quand tu fais de la flèche au bord d'attaque, eh bien, tu te retrouves avec de la flèche au bord de fuite, souvent. Et la flèche au bord de fuite peut être tout à fait calamiteuse pour les caractéristiques de décrochage, aussi bien en transsonique, c'est-à-dire proche du mur du son, mais aussi carrément aussi à basse vitesse, pourquoi pas. Donc c'était un avion qui était réputé quand même assez délicat aux grandes incidences. Surtout dans sa première version, le F-16A. Oui, tout à fait. Le F-100. Le F-100, pardon. Le F-100. Tout à fait. Donc c'est un avion qui, pour les basses vitesses, avait des becs à rail. Qui sont taillés... Ils sont très beaux. Hein. Ouais. Oui, rail, on pourrait presque croire rail SNCF, hein, vu la taille des... Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait les rails qu'on a vus sur le Skyhawk par ailleurs. Qui étaient très fins, qui étaient en dentelle. Voilà, exactement. Ceux-là, quand même, ils respirent la santé. Ils sont en plusieurs morceaux. Pourquoi? Eh bien, parce que quand l'avion combat, la voilure fléchit. Et ce que l'on voit ici, des becs qui sont bien alignés, tous les uns à côté des autres, en ligne droite. Lorsque la voilure fléchit, eh bien, ces becs, eux aussi, ils suivent la voilure. Et si tu essayes de les sortir, eh ben, dans la mesure où c'est quelque chose qui est tordu, ça ne sortira pas. Donc, tu fais des gouvernes aussi bien bord de fuite et bord d'attaque, dans lequel tu fais des découpes, de sorte que les morceaux que tu laisses ont une petite chance de sortir. Ce qu'on voit aussi, c'est une perche de ravitaillement en vol, là, qui est quand même assez décorative. Disons qu'on la voit bien. Elle a été rajoutée complètement après, il faut bien reconnaître. Les gars, clairement, ils n'ont absolument pas prévu le truc. Et c'est clairement pas une perche très aérodynamique. D'autre part, elle est... Ni super solide, parce qu'il y a eu des casses aussi. Oui, tout à fait. Alors un truc aussi long que ça, effectivement, avec l'entonnoir au bout, ça peut quand même faire pas mal d'efforts. Effectivement, il y a pu y avoir des casses avec des ravitailleurs. Le gland au bout. Ouais. Avec des ravitailleurs qui reviennent avec le machin accroché. Mais même hors de la période de ravitaillement en vol, hein, en vol simple, en tirant des jets, ils ont eu des casses simplement sous facteur de charge. Alors la perche, bien sûr, elle part de la voilure, mais il faut absolument qu'elle soit dans le champ de vision du pilote. Donc ça fait cette longueur complètement démesurée. Sachant que là, le pilote, déjà, il est quand même obligé de bien tourner la tête pour voir. On en avait parlé sur le Crusader aussi, où quand même c'était... je ne sais pas comment il faisait. À mon avis, il se desserrait son harnais. Et puis il se mettait quasiment en travers, quoi. Ou alors il avait un petit miroir de courtoisie et il regardait dans le miroir. Mais je pense que la technique du harnais est la meilleure. Ouais. 4 canons de 20 mm aussi d'emmener. Oui, alors du 20 mm. Et ils sont placés sur le dessous. D'abord peut-être parce qu'il n'y a pas trop de place ailleurs dans la mesure où la manche à air, plus le télémètre, ça prend quand même pas mal de place au-dessus. D'autre part, c'est plus sympa pour remettre les munitions, il faut reconnaître. Mais du 20 mm, tu peux en avoir 4. Ça va quand même pas être aussi efficace que du 30, il faut bien reconnaître. Hein. C'était de l'erreur. Alors pourquoi dans le nez? C'est simple. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les canons étaient plutôt sur la voilure, en rapport à une stupide histoire d'hélice, qui fait qu'il y avait des gens qui disaient « Oh là là, mais l'hélice, c'est gênant ». À partir de l'instant où il n'y avait plus d'hélice à l'avant, on dit « Bon, on va tout concentrer dans le fuselage ». Comme ça, bêtement, les obus seront davantage concentrés, quoi. Donc on sera un petit peu plus près de l'axe de visée du pilote. Ce qui n'est pas forcément une excellente idée de concentrer trop les obus aussi, parce qu'un canon trop précis, si tu tapes à côté, tu vas toujours taper à côté avec un canon précis. Quand tu arroses un petit peu, ça permet de multiplier quand même les possibilités sur un malentendu, tu peux toucher l'avion, tout à fait, tu peux toucher la cible. Alors je ne veux pas dire que c'est le souci du Rafale, mais le canon du Rafale est tellement précis qu'effectivement tu as plutôt tendance à empiler les obus au même endroit. Sur le Rafale, quand même, il y a d'avoir une petite dispersion, c'est toujours de bon goût d'avoir un peu de dispersion. D'abord, ils partent extrêmement vite, ça c'est le premier point, ce qui fait que tu es obligé de sélectionner sur le canon un certain nombre de séquences, je ne sais plus, tu as 4 obus, tu en as 20 ou je ne sais plus quoi dans ces eaux-là. D'autre part, en viseur, tu as un calcul qui va te dire quelle est la position future des obus si tu appuies sur la gâchette. Sur la queue de détente. Sur la queue de détente, merci.
Et ça permet d'économiser les munitions, bien entendu. D'autant qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément, donc il faut quand même faire attention. Et on appelle ça la ficelle. C'est une ficelle qui fluctue quand même assez vite. Spaghetti, quoi, une sorte de spaghetti. Assez vite, compte tenu de ce que le pilote fait en incidence, sachant que ça dépend sur quoi tu tires. À mon avis, tu n'es plus en train de tirer sur un avion de chasse de la même catégorie que toi. Tu es plutôt en train de tirer une cible dissymétrique. Et donc l'avion peut se retrouver dans des incidences très fortes ou des choses comme ça, où finalement le pilotage peut faire beaucoup fluctuer la ficelle. Tu as les canons qui se trouvent là, les culasses se trouvent sous la trappe ici. Ouais. Et là tu vois les ouïes de sortie des gaz d'échappement de ce qui se passe au niveau du canon. Et donc tu dois avoir les caissons de munitions qui sont là. Ouais. Les caissons qui, soit dit en passant, quand l'avion était en service en France à Saint-Dizier notamment, avec la 11e escadre de chasse, ou Luxeuil, 11e escadre de chasse, les caissons étaient très pratiques pour aller faire des emplettes en Allemagne à côté et puis planquer les trucs dans les caissons. Et ils revenaient avec les caissons donc un peu chargés de différentes choses, de choses qui se mangeaient ou qui se buvaient. Voilà. Comme les douaniers, à l'époque, il y avait quand même encore la douane qui veillait, même sur les bases aériennes. Les douaniers étaient un peu au courant du trafic, donc ils laissaient bien tout ça reposer et ils revenaient les chercher dans la nuit ou le lendemain. Voilà. Donc c'était tout un trafic, ou des cigarettes aussi, oui, voilà, pour la petite histoire. Donc cet avion, il avait aussi un télémètre qui est la partie noire au-dessus du nez, qui correspondait aux premiers éléments qui permettaient de savoir à quelle distance se trouvait la cible. Télémètre de tir, donc. Un télémètre de tir, ça ne disait pas qu'il y avait une cible devant, c'était pas en train de chercher une cible, c'était simplement en train de dire il y a quelque chose qui revient et c'est à telle distance. Donc c'était le b.a.-ba, disons, ça n'a rien à voir, par exemple, avec le F-86 qui est à côté, où là, c'était vraiment un radar. C'était un avion spécialisé pour la chasse de nuit. Ça a beaucoup à voir avec le SMB-2 qui a la même chose. Le SMB-2 qui a exactement le même genre de télémètre pour la même fonction. Alors, ce que l'on voit d'ailleurs sur le F-86 qui est là, on voit bien la manche à air qui passe sous le cockpit et qui va directement au moteur. Le SMB-2 a été pompé sur le F-100, enfin, il y a quand même un air de parenté. Non, il était surtout pompé sur le Mystère 4 qui se trouve ici. D'accord, mais l'entrée d'air, la gueule de requin, c'est... Non, je veux dire... non, ce sont des choses qui viennent naturellement à partir de l'instant que tu as le même problème technique. Oui. Ce que tu vois ici sur le F-100, c'est que les lèvres sont très fines. Je ne sais pas trop où se trouvaient les entrées d'air additionnelles pour le réacteur dans cet avion. Je dois reconnaître. Et les lèvres épaisses du SMB-2, est-ce que ce n'était pas un obstacle au Mach, justement? Si, ça peut l'être, bien sûr. Déjà, ça peut l'être, mais surtout, elles sont suffisamment arrondies pour que l'air, tu puisses mettre plein gaz au point fixe, par exemple. Alors que là, avec des lèvres comme ça va être beaucoup plus compliqué. Ce que l'on voit aussi, c'est la grande perche à l'avant. C'est pas fait pour embrocher l'avion ennemi, c'est fait pour prendre les conditions de vol en amont de l'avion, le plus en avant possible, pour avoir le moins de perturbations. Et c'était une perche qui... Alors là, l'avion est en l'air, donc c'est pas trop gênant, mais cette perche était assez dangereuse pour l'équipe au sol. Donc elle était rétractable et elle était remontée vers le haut dès que l'avion était par terre, de telle sorte que personne ne se foute la tête dans la perche en allant vers l'avion. Parce que quand tu vas vers un avion, tu as un objet aussi fin que ça qui t'arrive dans la figure et ça peut quand même mal finir. Ça a dû mal finir, donc ils ont fait un système de rétraction vers le haut. Tu parlais du train d'atterrissage aussi, c'est un train qui était équipé d'une dirigeabilité aussi. Oui, tout à fait. Ça faisait partie des choses très modernes à l'époque. Il y avait la vitesse, la puissance brute, il y avait la taille de l'avion, mais il y avait aussi des petits trucs comme ça, comme la dirigeabilité. Il y avait le soufflage aussi sur le pare-brise, le soufflage d'air chaud sur le pare-brise. Pour évacuer la... Mais te moque pas, c'est important. Oui, non, tout à fait. Pour évacuer la pluie en basse vitesse. Alors ce que l'on voit ici, c'est l'aérofrein. Les aérofreins sont souvent pleins de trous. Les trous sont là pour en fait laisser passer l'air et laminer l'air derrière l'aérofrein. Si tu as un aérofrein entièrement plein, tu vas avoir derrière l'aérofrein des remous terribles qui peuvent quand même secouer pas mal la structure et les attaches. Donc sur d'autres avions, on aime bien avoir des trous
qui permettent à l'air de quand même traverser. Des plaques perforées. Quoi. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un trou qu'ils ont fait, mais une sorte de découpe tout à fait élégante. Je me suis posé la question l'autre jour, mais qu'est-ce que c'est que cette découpe élégante? Et j'ai gratté, et j'ai fini par trouver ce que c'était. Cet avion pouvait embarquer sous le ventre une petite bombe atomique. Oui. Et finalement, l'ogive de la bombe atomique se découpe très, très élégamment dans l'aérofrein. Donc l'aérofrein était tout simplement découpé pour laisser passer la bombe atomique. Je crois que c'est la Mark 22 américaine, j'avais noté quelque part. Ouais. Mark 28, voilà, on y est. Alors, excuse-moi François, juste un petit hommage en parlant de la Mark 28, parce que m'en avait parlé un ancien pilote de l'armée de l'air, Henri Hay, dont le surnom était La Fouine, qui est décédé il y a quelques années malheureusement, et qui était un type extraordinaire parce qu'il avait le record de France d'heures de vol sur le F-100, 4000 heures. C'est un avion qu'il appréciait énormément. Un survivant. Pas tant que ça, parce que quand on lui présentait les choses comme ça, lui était très étonné. C'est un avion qu'il avait beaucoup apprécié et qu'il maîtrisait sur le bout des doigts. Voilà. Et il n'en avait pas peur. Alors j'invite tout le monde à aller lire le Fanal de l'aviation. Il y a eu 2 articles consacrés à ce bonhomme, avec un magnifique F-100 en couverture. Puisqu'on est sous l'avion là, et c'est pas si fréquent de pouvoir passer sous un avion, on voit l'intrado. On voit l'intrado de l'avion, oui tout à fait. Ouais. Mais on voit aussi l'extrado. Et donc on voit l'épaisseur de la voilure. Et on voit l'intérieur de l'extrado. Voilà, on voit l'intérieur de l'extrado et on se rend compte à quel point il peut être embêtant et délicat de mettre un train de voilure sur un avion comme ça. L'exploit qui a consisté à faire rentrer un train d'atterrissage dans cet espace-là. Oui, parce que en fait, bon, la roue part la dans roue cette grosse trappe. La roue rentre dans le fuselage, bien entendu. D'ailleurs, la roue elle-même, les freins dépassent dans la mesure où la jante ne permettait pas à elle seule de contenir le... Comme sur le SMB2, hein. Je ne veux pas faire une fixation là-dessus, mais... Ah mais oui, bon, mais attends, d'accord, ok. Alors tu veux absolument qu'ils aient copié. Non, mais beaucoup d'avions de cette époque, hein, en fait. Je vois le F-86 aussi, c'est pareil. Enfin, non, j'insiste, c'est problème identique, solution identique. D'autant qu'à la limite, on peut finir en se disant, après tout, pourquoi je ne le fais pas? Si je te piquais ta cuillère. Pourquoi je ne le ferai pas, puisque personne ne s'y oppose. Dernière chose sur le F-100. Et dis-moi, où est-ce qu'il se rattrape le train d'atterrissage? Il est accroché sur un longeron, sur quoi? Oui, tout à fait. Tu vois le gros longeron avant. Et là, c'est la série de grosses attaches qui sont ici. En avant, tu trouves le carburant. Là, tu vois que finalement... C'est très simple comme installation. Tu vois un Karman qui n'existe pratiquement pas, mais tu vois aussi les attaches. Les attaches qui vont chercher le caisson, qui sont extérieures, là aussi, puisqu'il n'y avait pas trop de place à l'intérieur. On voit aussi des articulations de volets qui sont... Les volets sont assez balèzes, il faut reconnaître. Et là, un truc rigolo, on voit à l'arrière un patin. Ah, attention, c'est rigolo, là. C'est rigolo, attention, humour. L'avion tu mets le jingle, Martin. L'avion était quand même relativement plat sur le sol au décollage et l'atterrissage. Et pour protéger les empennages, probablement, parce qu'il valait mieux probablement que le patin touche la piste plutôt que les empennages. Avant l'empennage, oui. Exactement. Un empennage est probablement plus cher à remplacer que d'aller voir le patin qui finalement a fait une grande gerbe d'étincelles vers l'arrière, c'est tout. Le patin se roule très facilement aussi, il faut le dire. Absolument. Merci. Le Concorde a la même chose sur le proto. Le Concorde a la même chose avec des roulettes. Les avions de ligne aussi. Avec des roulettes sur les avions de série. Et le Draken, le Saab Draken, a lui une roulette, effectivement. Un petit Diabolo. Un petit Diabolo rigolo. Qui est là pour que... Et j'ai des images où je vois qu'il n'y a que la roulette arrière qui touche le sol, probablement au décollage. Ah mais c'est rigolo. Mais oui, c'est ludique, c'est ludique. Non, mais il faut bien rigoler de temps en temps. Bien sûr, en parlant de ça, d'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent de mes blagues à 2 balles, mais toi non. Mais j'ai l'impression que tu les entends pas, en fait. C'est pour ça que ça passe crème, comme tu dis. C'est peut-être ça, oui. Donc cet avion, quand même, il avait aussi une post-combustion. C'est un J-57 à post-combustion. Et donc, il a post-combustion qui était on-off, c'est ce que disaient les instructeurs. Les élèves demandaient, mais quand est-ce qu'on sait que si la post-combustion est passée, tu l'entendras, t'inquiète pas. T'en fais pas, tu le sauras. Voilà. Tu le sauras quand c'est allumé.
Alors cet avion, il a combattu, si je me souviens bien quand même, au Vietnam. Beaucoup, Hein, oui, beaucoup. Pas mal au Vietnam. Et il est arrivé trop tard pour la Corée d'ailleurs, parce que le développement Ouais. du F-100 a été interrompu au moment de la guerre de Corée, parce que North American mettait tout son travail sur le F-86. Alors, North American, tu me dis. Sois pas agressif, Justement, sois pas agressif. justement. Donc Ouais. North American, c'est une petite boîte qui, juste au début de la Oui, Deuxième il Guerre n'en a mondiale... rien à cirer de ce que je peux raconter, Oui, mais complètement. voilà, oui, Voilà, tu exactement. raccroches sur ce que tu avais envie de dire. Oui, exactement. Une petite boîte qui, au détour du Ça début faisait de la 2 ans qu'on Deuxième travaillait Guerre ensemble, mondiale, François. Ça me fait de la peine. rencontre des Anglais et leur dit « Mais attendez, j'ai un petit projet là, avec une voilure laminaire, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, on va vous faire un chasseur qui s'est avéré être le P-51. » Très probablement le meilleur chasseur de toute la Deuxième Guerre mondiale en termes de performance. Donc North American, finalement, ils ont prospéré, ils ont fait le F-86, ils ont fait le F-100, mais il faut bien comprendre que ces gens-là, juste après, ils ont fait le B-70. Le B-70 Valkyrie. Le Valkyrie, ils ont fait le X-15. Ils avaient en projet un chasseur Mach 3, le F-108, Rapier. Ils se sont juste calmés lorsque McNamara leur a dit « Attendez, vos trucs à Mach 3, ça va bien, mais on va s'en tenir là. » Ils ont changé de nom à un moment donné. Trump aurait adoré North American. Oui, j'aurais adoré. Ouais. Alors du coup, ils ont changé de nom à un moment donné. Si, tout à fait. Oui. Ils se sont appelés Rockwell. Oui. Et sous Rockwell, ils ont quand même fait la navette spatiale, à l'air de rien. C'est plus que Mach 3 là. Oui, c'est plus que Mach 3. Il faut reconnaître la finesse n'y était pas. Non, c'était un dégringoleur plutôt. Ouais. On dit que c'est des planeurs hypersoniques, c'est faux. Oui, c'est des tombeurs, c'est des shooters hypersoniques. Voilà, des dégringoleurs hypersoniques. Mais le fait est que ces gens-là, ils ont aussi bossé sur des navettes spatiales, quoi. Et après, c'est la déchéance. Ils ont été absorbés par Boeing. Et voilà, ça a été la fin. Un truc qui m'a sidéré, parce que moi aussi, mais je te toi coupais la parole aussi, de temps en temps. Vas-y. Vas-y, fais-toi premier plaisir. vol mai 53 et entrée en service Eh ben, tu vas me le dire. septembre 54. Donc même pas un an et demi après. Extrêmement rapide. Ouais. C'est un truc qu'on voit plus ça aujourd'hui. Hein. Alors, c'était ton époque un peu ça. Non. Alors, faire une cellule d'avion, faire un réacteur et aller chercher 1 an et demi de développement et puis dire bon, ça marche, on y va, on fonce. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils étaient assez pressés en plus, puisque n'oublions pas, le MiG-17, le MiG-19 et le MiG-21 étaient en cours. Donc la Troisième Guerre mondiale allait éclater demain si le temps le permettait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'avionique dans ce genre d'avion. Tu avais une radio, tu avais le télémètre, comme on l'a dit. Bon, voilà, tu as fait le tour un petit peu. C'était ça. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait les essais du Rafale, on a fait effectivement le tour du moteur et de l'avion en 1 an et demi. Le Rafale, ok, on avait tout vu. Puis après, il faut voir l'électronique qu'on va mettre dedans. Puis là, alors, tu pars dans autre chose en termes de mise au point et en termes de budget. C'est-à-dire que là, tu as beau avoir fait une bécane qui fonctionne parfaitement, intégrer le système d'armes, c'est très long. C'est très long. Tu as beaucoup de fournisseurs, tu as beaucoup d'équipements. Les équipements doivent travailler ensemble. Il y a tout un problème d'harmonisation de toutes les fréquences de tous les bidules qui écoutent ou qui émettent. Tout ça fait que la mise au point de l'avion est beaucoup plus lente après et elle se fait surtout en fonction du budget disponible. Or, le Rafale, pour reprendre ce cas précis, il a volé en 86 pour le Rafale A, 92 pour le Rafale C. Le Rafale A qui avait du lest à la place du radar. Hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Le Rafale C 92. Du lest de Thalest? Du Thalest, absolument. Voilà, Thalest a beaucoup participé effectivement au Rafale. Et à ce moment-là, comme les gens se sont avisés qu'il y avait, paraît-il, des dividendes à tirer de la chute du mur, voilà, de 92, on est arrivé péniblement à la mise en service du Rafale Marine. 12 avions sur le porte-avions, en urgence, en quelque sorte, uniquement avec le mode RR, parce que les budgets ont été totalement laminés. Le mode RR, c'est limité aussi, le mode bataille d'Angleterre. Oui. Donc les budgets ont été totalement laminés par la disparition du budget de la défense. Et là, ça, depuis 2-3 ans, il y a des gens qui
qui s'émeuvent de ça? Alors, il est entré en service très très rapidement, mais c'était le F100A, avec une bien petite sûr. dérive, hein, et qui ne donnait pas véritablement satisfaction. Ouais. Assez vite, North American est passé au F100C, Charlie, et au F100D, Delta, avec une dérive très élargie, enfin la corde de la dérive très élargie. Et tout à l'heure, tu as évoqué la bombe atomique américaine, la marque 28. Donc on sait que les Français avaient des F-100 qui étaient basés en Allemagne, avec cette mission de bombardement atomique, mais sous contrôle américain. Ça veut dire que la bombe était sous contrôle américain, et c'est même pire que ça, c'est que les pilotes et les mécaniciens français étaient contrôlés par les Américains jusqu'au moment du roulage. La France ne pouvait rien faire de ces avions sans que les Américains donnent leur accord. C'est normal. C'est normal. Eh ben, écoute. C'est normal, tu t'es cassé la tête pour avoir des bombes atomiques, tu laisses pas les gens. Et quand le pilote montait dans le bagnodés. poste, il y avait un officier américain qui le suivait sur l'échelle pour vérifier qu'il faisait bien les choses comme il fallait dans le poste. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et le cœur nucléaire était dans les mains des Américains, bien sûr. Ouais. Ben, c'est le cas pour les Français aujourd'hui. Voilà. Donc c'était quand même extrêmement cadré et surveillé. Et les gens étaient en alerte. Écoute, ça me rassure. Ouais, bon. Et donc il y avait des alertes H24 sur les bases allemandes pour l'arme nucléaire tactique. Alors les F-100 français, si je me souviens bien, ils ont fini à Djibouti. Oui. Hein, c'est bien ça. Oui. Tu vois quand même, hein, j'ai des restes. Ah oui, un truc marrant aussi que j'avais noté, 1958, tu sais ce qui s'est passé en 58 avec... Je suis né déjà. Ah oui. Oui. Mais quoi d'autre? Moi je vois pas. Premier lancement sur remorque avec le gros booster à poudre. Le Zelle, oui, voilà, je cherchais le mot. Ah oui, mince. Donc, oui, ça, il fallait trouver le pilote. Il n'y a pas que ta mère qui a fait du Zelle ce jour-là. Il fallait trouver le pilote qui remarque avec un énorme booster à poudre à l'arrière. Alors j'ai lu le chiffre de la poussée du booster à poudre, j'ai eu du mal à le croire quand même, mais tu vas me dire. Ça pousse fort. 67 tonnes de poussée. Bah oui, ça ne me surprend pas. Oui. Probablement que l'avion avait été un peu modifié. On a un François Leminck aujourd'hui qui est très calme, qui est très zen. Non, mais l'avion était un peu modifié, je pense. Il fallait quand même trouver quelques endroits sous le fuselage pour pousser ce genre de... Pour l'accrocher, oui. Ouais, Est-ce que ça reprenait le point d'emport central les efforts, ventral, pardon. Cela dit, oui, mais ça pousse 67 tonnes pendant très peu de temps, oui. Il faut reconnaître. Oui. De toute façon, c'est resté à l'état d'essai. Et autre essai, enfin c'est un essai un petit peu plus qu'un essai, il y a eu 6 avions transformés en RF-100, avions de reconnaissance. Oui, mais ça n'a pas été plus loin. Si monsieur, ils ont fait 6 missions. Voilà. Donc si je me souviens bien, il y avait une sorte de pod qui se trouvait sous le nez. Ils avaient enlevé les canons. Jusqu'à l'aérofrein. Et donc le train d'atterrissage était dans ce pod, et donc il y avait une autre porte de train d'atterrissage pour rentrer le train dans une forme qui était différente. Et puis tout était des blindés de caméras, effectivement. J'ai vu cette affaire-là, oui. En 55, 56. Ouais. Et en fait, ils les ont retirés parce que est arrivé derrière le Voodoo, évidemment. Mais non, le U2. Le U2 ? Oui, ils faisaient de la reconnaissance à haute altitude avec ça. C'était pas la même altitude quand même. Non, mais c'est pour ça qu'ils étaient contents d'avoir le U2, mais 56 après, c'est le U2 qui est arrivé. Il n'y avait pas des RF-100 Si, mais bon, c'était plus tactique le RF-100. Après le Super Sabre, quand même, qui était une belle machine, North American a voulu améliorer les choses, en particulier mettre un radar. Voilà. Donc déplacer l'entrée d'air, fatalement. Les premières idées qu'ils ont eues, c'était de mettre l'entrée d'air sur le dessous. Et ils ont fait une entrée d'air en soc, un petit peu comme sur le B1, c'est-à-dire une entrée d'air en deux parties avec une partie verticale à l'avant, nasale. Donc il fallait évidemment modifier le train d'atterrissage qui devait reculer, etc. Et ils ont trouvé quand même que c'était pas terrible en matière d'aspiration des objets sur le sol. Oui. Ou au contraire que ça marchait trop bien. Voilà, ça marchait, ça nettoyait un petit peu trop bien la piste. Et ils ont fait quelque chose de beaucoup plus radical ensuite. Ils ont fait le F-107. Alors, le F-107, c'était un avion un peu bizarroïde. L'entrée d'air, au lieu d'être sur le dessous, se retrouvait sur le dessus, derrière le cockpit. Donc, le pilote se trouvait... il avait l'entrée d'air dans le dos et au-dessus de lui, en quelque sorte. Et c'est avec le F-107 que North American a commencé à regarder comment fonctionnaient les entrées d'air à géométrie variable.
Et donc, ils ont été très contents d'avoir cet avion, au moins pour ça. Tiens, je te la rends. T'as été Au moins gentil, pour là. ça, le F-107 a bien marché. Le F-107 aussi avait la particularité d'avoir une dérive monobloc, que l'on retrouve aussi sur le Vigilant, qui est North American aussi. Ah oui, c'est vrai, North American a fait aussi le Vigilant. Oui. Cette espèce de Mirage 4 embarqué sur porte-avions. Ouais, avec une voilure soufflée gigantesque, Magnifique un avion. ouais. Disons qu'il était magnifique, il était extrêmement beau. Qui larguait ses charges par l'arrière, par le croupion. Ben, il n'y arrivait pas, justement. Ouais. Bon, alors que le Loi Sauvage y arrive très bien. Quoi. Tout à fait. Les Vigilantes ne volaient pas côte à côte comme ça. Le Vigilant, il était beau en vol, mais il ne fallait pas demander à un pacha de porte-avions ce qu'il en pensait. Parce qu'il prenait une place épouvantable. Sur le pont, ouais. Il repliait la dérive, il repliait la voilure, il repliait le nez vers le haut. Et malgré tout, c'était absolument infernal. Volet soufflé, bien sûr, sur le Vigilant. Et la soute d'armement du Vigilant avait la particularité de ne pas fonctionner. Les deux réacteurs étaient écartés et il y avait un tunnel qui contenait dans la partie centre de gravité de l'avion une bombe atomique et derrière des réservoirs largables qui partaient avec la bombe. Du genre, tiens, je te file une bombe et au passage, je te file les réservoirs vides. De toute façon, c'était biodégradable, une fois que voilà, la bombe exactement. pétait. Donc tout le train bombe atomique et réservoir était censé partir vers l'arrière. Et durant les essais, ce qu'ils ont surtout constaté, c'est que quand la soute était ouverte, par l'arrière forcément, la dépression était telle que le truc sortait. Et il re-rentrait. Et il ne rentrait pas, mais il restait dangereusement proche de l'avion, y compris sous manœuvre de charge, sous facteur de charge. Et donc les équipages blêmes, les tremblotants, ont dû arriver après quelques essais en vol. Et ils ont dit, bon, on arrête ça et on va faire un avion de reconnaissance avec. Et franchement, prendre un Vigilante pour faire de la reconnaissance depuis un porte-avions, c'est riche. Il faut vraiment que North American connaisse du monde au Sénat. Parce que quand même, une bécane pareille, bon alors d'accord, il avait un domaine de vol incroyable, il avait une autonomie fabuleuse, mais bon, je dis ça, je dis rien. Non mais tu l'as dit quand même. Je l'ai dit, oui. Donc dérive monobloc sur le F-107, sur le Vigilant, sur le B-70. L'entrée d'air, comment ça se passait en cas d'éjection ? Il n'y avait pas un risque aussi d'interférence un petit peu là, non ? Non, l'entrée d'air est tellement proche, si tu veux. Le canon, à cette époque-là, c'était des sièges éjectables à canon, c'est-à-dire des systèmes télescopiques où tu avais plusieurs tubes qui étaient remplis par les gaz de la cartouche, les uns après les autres. Donc en fait, quand tu vois quelques épaves d'avions où tu vois le canon tirer, tu vois bien que le truc est monté à 4-5 mètres à peu près. Donc, lorsque le canon est entièrement détendu, tu as déjà passé l'entrée d'air. Par contre, il faut passer aussi la dérive. Bon, ça, c'est quelques temps plus tard. Ouais. C'est un avion quand même qui était, malgré ses défauts, il avait quand même d'énormes qualités. Et il est quand même resté très longtemps en service, puisqu'il a été retiré du service en 1979 aux États-Unis et 1988 à Taïwan. Tout de même. Taïwan. Ouais. Et puis je crois qu'en Europe, les Danois les ont utilisés assez longtemps, aussi la France, aussi bien sûr à Djibouti. Djibouti, c'est ce que j'allais te dire. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont partis les Mirage 3. Je ne sais toujours pas où est l'entrée d'air additionnelle. Ça m'énerve. Habituellement, il y a toujours une entrée d'air additionnelle qui est plus ou moins visible. Bon, tant pis. Je vais rester énervé. Pourquoi les becs n'allaient pas jusqu'au bout de l'aile ? Je ne saurais te dire. Le fait est que les becs sont là pour protéger l'avion contre le décrochage, bien sûr, et c'est surtout le bout de voilure qui doit être protégé. Si, à l'emplanture, tu as un profil un tant soit peu cambré vers le bas, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher le bec, à cet endroit-là. Pas forcément. De toute façon, c'est les essais en soufflerie qui vont te dire quelle est la bonne configuration des becs, où est-ce que tu coupes, comment tu les braques. Et puis ça peut aussi être tout simplement un problème technique qui est que les becs, ils ont des rails. Les rails, ils rentrent dans la structure de l'avion, il ne faut pas oublier. Et si tu mets un bec qui va trop à l'intérieur de la voilure, tu vas te retrouver avec un rail qui va rentrer dans le fuselage. Et ça, tu n'aimes pas ça du tout. Ça devient compliqué, cette affaire. Pour conclure, un bel avion moderne. Un bel avion, oui. Lourd, mais solide, souple et dur à la fois. Non, mais disons élégant pour l'époque. Ouais. Les Américains ont fait des avions plus bourrins que ça, par exemple le Phantom ou des choses comme ça. Mais là, il y avait encore l'élégance de chercher de l'aérodynamique
par rapport à des moteurs qui ne poussaient pas assez. On lui met combien? Sur l'échelle de Schmid, bah écoute, pas mal quand même, hein, 16 ou 17. Hein. Je sais pas, oui. peut-être que le gars, il a mouillé aussi dans le F-107. Hein. Ah non, après le F-100, ce monsieur a changé d'entreprise. Je croyais qu'il avait changé de nom. Non, il est a parti changé chez d'entreprise. Northrop après. D'accord, très bien. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci François, merci à la cuillère. Et on se revoit très prochainement pour une autre émission sur un avion transparent. Transparent, Ouais, sans vanner. carrément. Invisible, tu veux dire. Furtif. Furtif, waouh. Allez, à Tu très vite, à bientôt. Tu m'intéresses.